Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition des webinaires 4.0 d'Ancrage, aujourd'hui sur le thème de la mobilité en déplacement. Mon nom est Frédéric Delrieux et je vais animer cette séance en compagnie de nos invités que nous allons vous présenter dans un instant. Avant de commencer, quelques éléments de logistique. Pendant les présentations, vous pourrez poser des questions à travers le chat. Pensez à bien me les adresser directement à Frédéric Delrieux, afin que je puisse les rassembler et les soumettre à nos panélistes en fin de séance. Donc pour introduire le sujet d'aujourd'hui, je voudrais d'abord revenir sur ce que nous avons vécu ces derniers mois, à savoir une crise sanitaire sans précédent en termes d'impact sur notre quotidien. Les populations ont été confinées, les écoles ont été fermées, nous avons adopté les réflexes de la distanciation sociale et des gestes barrières. Et à l'échelle de la planète, nous avons vécu un épisode que les scientifiques appellent à présent l'anthropause, en référence à la période anthropocène actuelle, dont les effets ont pu se lire sur les sismographes du monde entier. Les avions sont restés au sol, le trafic routier s'est interrompu, les touristes sont restés chez eux et nous avons pu voir les animaux s'aventurer dans les rues désertes, les dauphins revenir dans les eaux claires des canaux de Venise et bien d'autres signes de cette interruption d'activité. Plus spécifiquement, concernant les thèmes que nous aborderons aujourd'hui, durant cette période, les populations ont massivement adopté le télétravail comme une sorte d'expérimentation générale à l'échelle planétaire de ce qui restait exceptionnel il y a encore quelques mois. Les conséquences sur la mobilité urbaine, ont été nombreuses. Baisse du trafic et de la fréquentation des transports en commun, report sur les modes de transport individuels, prix de l'essence redescendu à des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, mais aussi désertification des centres-villes, fermeture des galeries commerciales, croissance du commerce en ligne, en particulier les livraisons de repas à domicile, avec des impacts évidents sur le commerce de proximité, l'immobilier commercial et la ville en général. Donc avant de démarrer les discussions, je voudrais passer la parole à Louise Gay, directrice générale du Living Lab, pour un mot d'introduction et la présentation des panélistes. Louise. Merci. Alors, merci à tous d'être là. Et j'aimerais partager avec vous la raison pour laquelle j'ai invité nos panélistes, parce que je crois que ça va piquer votre curiosité. Luc Lamontagne, eh bien, c'est tout son esprit intrapreneurial et aussi sa capacité d'être un acteur d'innovation énergétique à la STM. Car, on l'a dit, les transports publics ont de grands défis à relever. Jacques Nantel, eh bien, Jacques, on voit beaucoup de journalistes qui deviennent des professeurs, mais toi, tu es un professeur qui est devenu un journaliste. Et ça, c'est vraiment intéressant grâce à tes qualités de communicateur, vulgarisateur et pédagogue. Donc, il me semble que, d'ailleurs, on publiera un de tes textes prospectivistes sur notre site à la suite de ce panel. Bernard Darche, mais Bernard est un étudiant entrepreneur. Je l'ai connu à l'époque de la tragédie du lac Mégantic et il a fait son travail étudiant vraiment en créant un espace de travail collaboratif à Mégantic, extrêmement innovant et humainement très au point. Et Stéphane est vraiment un ingénieur indiscipliné, en quelque sorte, un ingénieur qui a fait beaucoup de travail dans des laboratoires à ciel ouvert qu'il a amené à la ville de Montréal et pour, au fond, passer d'une ville intelligente à une ville régénérative. Et Félix Marzel, c'est un artisan, mais qui est aussi un designer et qui amène son savoir-faire au collectif, amenant une approche ludique citoyenne. Alors, je voulais partager avec vous ces perspectives, ces aspects de nos panélistes. Alors, bienvenue à ce panel. Merci Louise. Donc, dirigeons-nous vers le premier thème, le télétravail et la mobilité, pour lequel nous retrouvons donc Louise Gay, directrice générale du Living Lab de Montréal. Entrepreneur en série, elle n'a cessé d'innover en créant plusieurs startups, mettant l'usager au cœur de l'action. Elle a créé le Living Lab de Montréal et s'intéresse à la mobilité sans rupture par un futur du travail décentralisé, basé sur des espaces de travail flexibles.
Elle a notamment créé une plateforme avec son partenaire finlandais Tracteur, à la fois interopérable et protégeant les données, qui permet le partage d'inventaire des espaces de travail et la gestion par l'usager d'un horaire souple et personnalisé. Pour ce premier thème, nous accueillons également Luc Lamontagne. Donc, Luc Lamontagne, directeur exécutif des technologies de l'information et de l'innovation à la Société des transports de Montréal. Luc possède un diplôme universitaire en mathématiques et en informatique, ainsi qu'une maîtrise en gestion des affaires appliquée aux technologies. Il a œuvré dans divers domaines, dont ceux du jeu, du commerce de détail et de la distribution et de la consultation au Canada et en France, et a toujours eu comme intérêt et ambition de faire évoluer l'expérience client par une saine utilisation des technologies. Il a géré plusieurs mandats de transformation à la STM, notamment l'aide à l'exploitation des autobus en temps réel, et travaille aujourd'hui sur la mise en valeur des données, qui est un axe d'amélioration capitale à la STM, tant pour l'expérience client que pour les opérations. Donc, ma première question va s'adresser particulièrement à Louise. Louise, pouvez-vous nous parler de cette nouvelle tendance sur la manière de travailler et l'impact que ceci peut avoir sur les entreprises, les salariés, les propriétaires immobiliers et les politiques? Oui, alors en fait, je voudrais souligner en même temps à quel point dans 4.0, on a toujours cherché les signes d'innovation. Et en fait, on n'a pas vu arriver le Black Swan qui était la pandémie. Parce que la pandémie a vraiment accéléré l'innovation, dont celle de l'introduction du télétravail. Parce que nous, depuis quelques années, nous, au Living Lab de Montréal, nous croyions beaucoup au futur du travail, aux espaces de travail. Nous voulions rapprocher le travail de là où vivaient les gens, mais il y avait beaucoup de résistance et tout à coup, comme tu le disais tout à l'heure, Frédéric, ça a été un pilote universel sur le télétravail. Quel impact cela a-t-il eu? Mais le premier impact que ça a, on le voit, c'est sur l'aménagement du territoire. C'est que tout à coup, les gens se disent, est-ce que je dois vraiment me déplacer pour aller travailler? Peut-être que c'est beaucoup plus simple, même que j'envisage d'aller habiter là où ça coûte moins cher, où j'aurai un plus beau terrain, où je pourrais élever une famille. Alors, il y a vraiment une reconfiguration des territoires qui se met en place. Il y a un impact sur la mobilité, justement parce que les gens veulent se déplacer différemment sur des circuits plus courts. Alors, ça met au défi les transports publics, mais peut-être que ça fait émerger de nouvelles mobilités, dont la micromobilité. Et en même temps, au niveau du télétravail lui-même, bien, il est sûr que le télétravail qu'on a connu, c'est un télétravail qui a été beaucoup lié au confinement. Donc, il n'y avait pas vraiment de choix entre l'employeur et l'employé. Il n'y avait pas de contrat qui était renégocié. Donc, on était encore sous les mêmes règles où il y a eu certains aspects, disons, par rapport aux horaires de travail et aux conditions. Tout le monde n'était pas dans les mêmes conditions pour vivre le télétravail. Quand on a des enfants, un espace plus limité, c'est pas la même chose que si on est ingénieur dans un grand espace et on est déjà équipé. Donc, il y a un besoin de repenser les règles du travail, peut-être une charte, des moyens pour redonner des conditions au niveau des horaires, au niveau de la santé, de la sécurité, parce que les frontières sont floues entre le personnel et le professionnel. Qui va être en charge des coûts de l'espace, de l'Internet, de plein d'aspects? Et on voit aussi qu'il y a un impact sur le travail qui n'a plus la même centralité et la maison qui joue un autre rôle. Donc, c'est les premiers impacts que l'on voit. Et bien sûr, les grandes entreprises, elles se disent, tous les gens ne reviendront pas, probablement qu'on sera au niveau de 20% des travailleurs qui vont revenir. Alors, qu'allons-nous faire avec ces espaces vides dans les tours au centre-ville? Dans les grandes universités, la même chose, d'où cette plateforme et cette application que nous proposons avec Tracteur. Très bien. Ben justement, j'allais poser la question. Le Living Lab est particulièrement impliqué sur ces thématiques de lieux de travail flexibles et partagés. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette partenariat que vous avez avec Tracteur? Oui, alors ça date depuis la création du Living Lab.
c'est-à-dire il y a maintenant 10 ans, au moment où Bill Mitchell au MIT créait les laboratoires vivants pour qu'il y ait une vraie multidisciplinarité pour imaginer le futur des villes. Et on s'est mis à réfléchir avec Jarmo Suominen, donc tout un groupe de Finlandais, sur le building comme service et l'école comme service. Parce que la Finlande, depuis longtemps, met l'éducation et les enfants au centre de ses valeurs et ils ont vraiment pensé à comment gérer l'immobilier différemment. Alors, il y a cette plateforme et cette application qui permet de pouvoir mettre en commun les inventaires d'espace, de telle sorte que les grandes corporations qui ont beaucoup d'espace, mais souvent n'en ont pas là où vivent leurs employés, peuvent faire des échanges avec, par exemple, les universités pour pouvoir permettre à leurs employés, quand ils viennent en ville, de pouvoir avoir des lieux de rencontre sur le campus, comme l'université veut offrir à ses professeurs et ses étudiants la possibilité d'aller travailler dans un interlieu, dans un tiers-lieu, près du lieu de résidence. Parce que le télétravail, maintenant, c'est le choix entre la maison, le tiers-lieu et le bureau. Alors, c'est une nouvelle manière de combiner ces possibilités et nous offrons cette plateforme. Déjà, c'est utilisé à Helsinki et c'est remarquable de voir comment dans certains hubs se côtoient des étudiants du primaire, des universitaires, des grandes entreprises, des startups. En Chine, à Shanghai, il y a des rues où les boutiques fermaient. On a transformé ça en accélérateur, en innovateur, en espace de travail collaboratif. En Suède et ici, à Montréal et à Toronto, nous sommes en train de préparer des pilotes avec McGill, avec Deloitte, avec le gouvernement fédéral, les agences, pour qu'il y ait des partages d'espace. Très bien. Et une question, selon vous, et la question s'adresse à tous les deux, Louise et Luc, selon vous, comment pensez-vous dans ce nouveau contexte de télétravail généralisé ou du moins qui prend de grandes positions dans les habitudes, comment pensez-vous que nous allons nous déplacer dans ce nouveau contexte? Est-ce qu'on se déplacera moins souvent, sur de moins longues distances? Est-ce qu'on devra toujours posséder une voiture, à votre avis? Je vais laisser Luc prendre la parole. Vas-y, Luc. Merci, Louise. Merci, Frédéric. Mais je pense que ça va se déplacer différemment. Je pense qu'aujourd'hui, on a un modèle où les gens se déplacent de 8 à 5 le soir dans un modèle très, ce qu'on appelle dans notre jargon, un peak AM, un peak PM. Je crois qu'il va y avoir une évolution de cette courbe-là. Le concept d'avoir une voiture ou non, je vous dirais, ça m'amène à repenser le modèle sur lequel on décide de prendre du transport. Souvent, on voit un genre de triangle qui est le confort, le coût et le temps. Et ces trois variables-là nous permettent de déterminer qu'est-ce qu'on prend. En termes de transport en commun, on a gagné dans la pré-pandémie sur deux variables. On gagnait sur le temps et on gagnait sur le coût. À cause qu'il y avait beaucoup de voitures, on gagnait sur deux variables à l'intérieur de ce triangle-là. Là, évidemment, dans le contexte où on est, le transport en commun perd sur plusieurs points. Évidemment, le temps, comme il y a moins de voitures, ça prend moins de temps. Et le confort, évidemment, celui-là demeure au niveau de la voiture. Ce qui est différent, et avec la pandémie, ce qu'on a vécu, il y a une quatrième variable, selon moi, qui s'insère. Donc, ce n'est pas un triangle, c'est rendu un carré, dans lequel on a la notion de sécurité. Parce que le concept de sécurité devient de plus en plus important. Dans le cadre de la pandémie, à l'ESTM, on a mis énormément d'efforts là-dessus, nettoyage des équipements de façon quotidienne, déploiement de solutions hydroalcooliques. Bon, on a déployé un plan pour renforcer ça parce que notre défi, c'est de reconquérir évidemment notre clientèle. Mais à votre question, ce qui vient changer énormément, c'est justement ces quatre variables-là maintenant. Et la sécurité, qui en était une avant, devient une valeur, à mon avis, prépondérante. Fait que ça va venir influencer la façon que nos usagers et les gens vont se déplacer dans le futur. Très bien. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur la baisse de fréquentation et comment la STM a permis a pu s'adapter à ce changement majeur?
comment est-ce qu'elle a adapté son service et comment est-ce qu'elle a adapté son offre en général? Oui, merci. Ben ça, évidemment, c'est la courbe qu'on a vécue. Je ne m'étirerai pas, ça fait quand même beaucoup d'actualité autour de ça. On passait d'environ 1,4 million de déplacements par jour au plus creux de la pandémie. Là. On a donc descendu à 150 000 déplacements. Fait que c'est énorme. Et entre vous et moi, les gens qui continuent à prendre le transport en commun, souvent, c'est des gens qui n'avaient pas le choix. Donc, évidemment, les gens qui avaient d'autres options, il y a tous les étudiants qu'on a retirés des écoles, mais la majorité de nos clients, c'est les gens qui travaillaient dans les CHSLD, des gens qui avaient fait le choix de ne pas prendre de véhicule. Donc, c'est ce qui nous a un peu amené dans cette situation-là. Notre priorité, évidemment, c'était de reconquérir les clients, de les convaincre que c'était un moyen sécuritaire pour lequel on a déployé plusieurs moyens. J'en parlais tantôt. Bon, distribution de masques. On a distribué beaucoup de masques dans notre réseau. Même avant que ça devienne obligatoire, on était proactif là-dessus. Distribution de solutions hydroalcooliques un peu partout. Donc, c'est des moyens qu'on a mis en place rapidement. Et comme je disais, le lavage quotidien. Et là, on a dû user d'innovation là-dedans. C'est incroyable parce que nos équipements, nos infrastructures, des fois, étaient lavés au bout d'une semaine. Mais évidemment, là, ce n'était pas nécessairement une question de propreté, qu'il y avait des choses qui traînaient. C'était une question sanitaire au niveau, évidemment, du virus. Donc, on a dû innover. On a même installé des équipements pour laver nos autobus en période, ça prend maintenant avec des équipements pour désinfecter. Ça prend 5 minutes quand ça nous prenait plus d'1 heure avant de désinfecter nos infrastructures en termes d'autobus, ici je parle. Donc, beaucoup d'innovation. Là-dedans, ce qu'il faut voir, c'est que des fois, des situations comme ça qui nous poussent à générer de l'innovation et à se réinventer, bien, c'était une belle opportunité pour la STM de se mettre dans ce mode-là. Là. Vous avez bien souligné l'importance du transport en commun pour, en particulier, transporter les travailleurs essentiels. Donc, on doit maintenir un bon niveau de service et bon nombre de travailleurs essentiels comptent sur un service. Qu'est-ce que vous avez pu faire pour adapter et pour donner encore plus de confiance? Un des éléments, c'était justement de ne pas tomber dans le piège de baisser l'offre de service. Parce qu'évidemment, avec la distanciation, bon, on a des lignes de bus qui sont remplies, mais dans le contexte, l'idée, ça aurait pu être de dire, bien, il y a moins de clients, on réduit le service. Notre stratégie n'a pas été de cette sorte-là. La stratégie, c'était de maintenir quasi le service. Et là où on pousse un petit peu plus la norme, c'est maintenant d'informer les clients. Moi, je crois beaucoup que la reprise de confiance va passer à travers de donner de l'information, de démocratiser l'information pour laisser le libre choix aux clients. C'est bien de le dire, mais maintenant, il faut le prouver. Une des choses qu'on a fait, là, comme vous voyez à l'écran, c'est qu'on donne maintenant le taux d'occupation, on appelle ça l'occupation en bus, en temps réel. Donc, si vous prenez, par exemple, une ligne que je suis habitué de prendre, la 141, donc vous êtes capable de voir le niveau d'occupation à 4 niveaux. Et là, comme client, vous êtes en mesure de dire, bien, oui, je vais le prendre ou non, ou vous êtes en mesure d'évaluer votre risque. Et parce que la situation, concrètement, qui se passe sur le terrain, c'est que oui, il y a certaines lignes qui sont occupées aujourd'hui, mais pour plusieurs lignes, ils ne sont pas occupés. Donc, de dire aux clients que vous pouvez voyager en toute sécurité, bien, ce type d'information, la démocratisation de cette information-là est quelque chose qu'on a bougé. Et on va faire la même chose avec le métro aussi. Pour être capable de donner l'information aux clients selon des tendances, on a mis en place un algorithme au niveau des tendances avec l'intelligence artificielle pour donner aux usagers, dire, bien, regardez, entre telle heure et telle heure, à telle station, il y a beaucoup de monde, tel wagon, vous devriez vous diriger vers le dernier wagon, par exemple, parce qu'il y a possibilité d'avoir plus d'espace. Donc, c'est des moyens pour redonner confiance aux clients avec de l'information très concrète là, sur notre service. Et est-ce que vous avez pu observer des variations sur les pics d'achalandage ou sur les pratiques des usagers en général? Oui, absolument. En fait, à certains dans la courbe, là, vous avez vu tantôt la première, et on a eu une baisse d'achalandage énorme et on voyait que c'était beaucoup aligné sur les fins de quart, évidemment, dans les hôpitaux. Fait qu'on voyait que, bon, vous voyez actuellement là, la slide qui montre, ça, c'est notre modèle traditionnel avec une pointe en AM et une pointe en PM qui est pas mal alignée sur les heures de travail des gens aujourd'hui. Mais dans la pandémie, on a vu un déplacement de ça. On a vu une pointe qui s'est créée autour de 14 heures,
qui était une pointe qui est faite selon les horaires des hôpitaux. Mais moi, ce que j'évalue, c'est que je me dis, bon, avec ce qui s'en vient, parce que, bon, on est toujours, évidemment, le déconfinement se place, il y a une deuxième vague qui s'en vient, mais je crois que les habitudes vont avoir évolué au niveau du télétravail. Et ce que je crois sincèrement, et comme organisation, on doit se préparer à une flexibilité au niveau de ça. Je vois beaucoup une pointe qui pourrait se dessiner en milieu de journée. Parce qu'avec le fait que plusieurs entreprises ont décidé d'aller avec des horaires flexibles, qui ont engagé même de télétravail à dire 3 jours par semaine à la maison, 2 jours par semaine au travail, bien, on pourrait voir se dessiner, ce ne sera peut-être pas nécessairement des journées, mais ça pourrait être aussi bien des avant-midi et des après-midi qui pourraient redessiner cette courbe-là. Et je pense que c'est une belle opportunité parce que quand on regarde une courbe comme ça, on se dit, bien, le matin, on a besoin de beaucoup d'infrastructures de déplacement. La soirée, on a beaucoup d'infrastructures de déplacement. Mais que fait notre infrastructure de déplacement entre les deux? Il y a une possibilité de maximiser cette capacité-là qu'on a déjà, donc sans investissement supplémentaire, si on vient jouer et on influence la courbe traditionnelle qu'on est habitué d'avoir. Très bien. Cette distanciation sociale qui devient très importante, on voit qu'elle a tendance possiblement à pousser les usagers vers des moyens de transport individuels. Est-ce qu'on peut pas essayer est-ce qu'on peut pas au contraire saisir cette opportunité pour améliorer l'expérience utilisateur, le confort des usagers et pouvoir les attirer vers le transport en commun, métro et autobus? Oui, absolument, Frédéric. Puis je te dirais, je ramènerai à ma réponse précédente quand je parlais de démocratiser l'information. Ça va être vraiment ça la clé. Il faut démontrer aux clients, il ne faut pas juste le dire, il faut le démontrer que, la variable que je disais, qui est la nouvelle variable qui a pris plus d'emphase, la sécurité, est là et on met les moyens en place pour attirer les clients. Et que, bon, dans tous les cas, ça va redevenir, les gens là, prennent leur véhicule, mais il ne prendra pas beaucoup de temps avant qu'on revoie la variable temps, c'est-à-dire le temps de déplacement en véhicule solo versus transport en commun. Donc, qu'on puisse redémontrer que la variable temps, on est capable d'être gagnant avec le transport en commun. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'il est temps de passer au second thème. Merci beaucoup, Luc et Louise. Nous allons donc passer au second thème de le commerce et la mobilité. Et pour ce thème, nous accueillons Jacques Nantel, professeur émérite de HEC Montréal, une institution où il a enseigné plus de 35 ans. Jacques est un auteur et un chercheur de réputation internationale, en plus d'être actif auprès des médias et des entreprises. Dès 2001, il fut le fondateur et le premier titulaire de la chaire RBC, groupe financier en commerce électronique. Il est membre ou a été membre de très nombreux conseils d'administration, dont la STM, et a présidé le conseil d'administration du collège Jean de Brébeuf de 2016 à 2020. Nous accueillons également Bernard Darche, qui est avec nous depuis Paris. Bernard a rejoint Longevity en août 2020 en tant que Business Growth Associate, après avoir terminé un MBA spécialisé en développement immobilier qui vient compléter son bachelor en économie obtenu à l'université McGill de Montréal. Entre 2014 et 2018, il a notamment œuvré sur le processus de reconstruction de Lac Mégantic après la catastrophe qu'a subie la ville, reconstruction basée sur une approche orientée développement durable. Donc, merci à tous les deux pour votre participation. Ma première question, le commerce de détail a particulièrement été touché pendant la crise. Comment voyez-vous la reprise et comment peut-il se transformer vers un modèle plus résilient? Excellente question, Frédéric. Bonjour à tous et à toutes. En fait, je commencerai d'entrée de jeu en vous disant que ce que nous vivons depuis mars, évidemment, est une surprise pour tous, mais les conséquences de la pandémie sur le commerce de détail, eux, sont pas vraiment une surprise. La pandémie, et j'ai bien aimé l'expression de Louise, la pandémie, à cet égard, a servi d'accélérateur sur des choses que l'on voyait venir de toute façon. C'est sûr que, et je vais être très, très avare de chiffres pour ne pas embêter qui que ce soit, mais c'est sûr que si vous regardez le commerce avant la pandémie, au Canada, à tout le moins, 12% de ce que les consommateurs et consommatrices achetaient déjà passait en ligne, dont la moitié se faisait à l'extérieur du pays, en grande partie aux États-Unis, en grande partie, on s'en doute bien, par Amazon. Donc, on commençait déjà à exporter notre commerce de détail. Lors de la pandémie, ce sont 30% des achats des consommateurs, des consommatrices qui passaient par le web. L'alimentation, évidemment, beaucoup. Ça a été un grand catalyseur.
Aujourd'hui, au moment où on se parle, on est redescendu à 15 %. Je ne pense pas qu'on va descendre beaucoup plus bas que 15, en fait, entre 15 et 20 %. Il y a eu donc un point d'inflexion important. Les consommateurs et consommatrices ont vu que le commerce électronique fonctionnait, était plutôt pratique, changeait dans le fond la nature de l'offre, contrairement aux grands centres commerciaux et aux power centers où l'offre de revenus, le modèle de revenus était chers consommateurs, déplacez-vous sur 5 à 10 km, nous allons vous offrir une grande variété de produits et des bas prix. Bien, les détaillants, les consommateurs et consommatrices ont réalisé qu'ils pouvaient avoir plus de variété, moins cher, et en plus, ils n'ont même pas besoin de se déplacer, c'est le produit qui vient chez eux. Et ça, c'est une donne qui ne changera pas. Tout ça fait en sorte que pour les détaillants, ils ont réalisé ce qu'ils réalisaient progressivement, mais ils ont réalisé très rapidement qu'ils étaient à risque. De sorte que beaucoup d'entre eux, tant au Canada qu'aux États-Unis, ont décidé de se placer sur la loi de la protection des créanciers. Aux États-Unis, c'est le Chapter 11. Il faut bien comprendre que ce ne sont pas tous ces détaillants qui déclarent faillite. En fait, tous ces détaillants-là jouent un jeu assez intéressant. Ils se placent sous la loi actuellement de la protection contre leurs créanciers de manière à renégocier leur baux. Si on regarde, Frédéric, peut-être la prochaine slide, on a une série de détaillants qui ont déjà annoncé leur couleur. Au Canada, on pense à Aldo, Reitmans, on pense MEC, on pense entre autres également des détaillants comme Dynamite maintenant qui viennent de l'annoncer. On est en train de renégocier, voilà. On est en train de renégocier littéralement la valeur de ces baux. Aux États-Unis, ce ne sont pas des petits joueurs qui jouent à ce jeu. Neiman Marcus, Brooks, JCPenney, J.Crew, Aéropostale. Il y en a beaucoup. La chose qui est intéressante, c'est que la pandémie nous a amenés ailleurs. C'est un phénomène, la disponibilité du nombre de pieds carrés, c'est un phénomène qui allait en s'accélérant. La pandémie l'a accéléré davantage. Si on s'en va aux différentes crises, je pense en 82, si on pense à la crise de 2008, entre autres, ça a été des points d'inflexion. On a vu beaucoup plus de détaillants libérés du pied carré. On a vu le même phénomène, mais de manière beaucoup plus structurelle, être engendré depuis à peu près 5 ans suite au commerce électronique. Ce que l'on a vu au cours des derniers mois, c'est littéralement la pente de la désaffection en fait, la tendance à libérer du pied carré s'accélérer. Est-ce que tout ça va revenir à la normale? Non, je ne crois pas. Je pense qu'au moment où on se parle, il y a, si on regarde dans les grands centres commerciaux, les derniers chiffres que j'ai lus sont à l'effet que 24 % du pied carré en moyenne est maintenant disponible. C'est sûr qu'on a franchi une étape. On était à 12 % l'an dernier. On a doublé cette proportion-là. Beaucoup de magasins ont décidé de ne pas réouvrir parce que beaucoup de détaillants ont réalisé qu'il était plus économiquement rentable de fonctionner avec de plus petits magasins, des showcases, littéralement des magasins vitrines, et de gérer toute la distribution, incluant la gestion des inventaires, de manière beaucoup plus centralisée en utilisant les nouvelles technologies. Pour l'instant, c'est ce que j'avais à vous partager. Je pourrais y revenir un peu plus tard. Alors donc, tout ceci va avoir un impact clair sur le marché de l'immobilier commercial, comme vous le montrez. Votre vision sur l'impact sur la mobilité, comment tout ça va se traduire? Bien, essentiellement, on vient scinder la mobilité pour des fins d'approvisionnement en deux. Historiquement, les consommateurs, consommatrices, enfin on présumait, se déplaçaient pour aller acheter des produits et on présumait qu'il y avait une haute fonction hédonique, qu'on allait magasiner, on allait faire du shopping. Aujourd'hui, c'est plus ça, là. On se rend compte qu'il y a une fonction bêtement utilitariste à l'approvisionnement. Ça peut être réglé et c'est réglé par le commerce électronique.
Et l'autre partie, ben, il y aura toujours une composante hédonique. Elle n'a pas besoin d'avoir de grands centres commerciaux dont une grande partie du pied carré est là pour abriter des inventaires. On a besoin d'espaces beaucoup plus petits, beaucoup plus conviviaux, mieux situés et surtout beaucoup plus agréables. Très bien, très bien. Je vais passer à une question pour Bernard. Quels ingrédients voyez-vous pour redynamiser le commerce et quel impact sur la mobilité en ville? Ouais, ben en fait, je trouve que c'est très intéressant le contraste que l'on fait entre justement le en ligne, les grands centres commerciaux et, euh, et les commerces de détail, les petits commerçants. Et je pense que justement aujourd'hui, quand on parle avec des grands centres commerciaux, ben, ils sont en train de perdre 60% de leurs revenus à cause justement de la situation actuelle. Et je pense que ça va nous ça va permettre justement de réinventer un peu la façon dont on consomme. Oui, il y a le en ligne, mais je pense qu'on va se diriger davantage aussi vers plus de petits commerçants spécialisés. Par exemple, ici à Paris, d'où je vous parle, il y a cette vision du Paris du quart d'heure. Donc l'idée, c'est que au sein même de là où vous habitez, vous soyez capable finalement de aller à vos loisirs, de travailler, et évidemment de vous loger, d'avoir accès à la culture. Et je pense que ça va changer également le mode de mobilité parce que au lieu de faire de très longs trajets comme on a tendance à les faire entre l'endroit où l'on dort et l'endroit où l'on travaille, ici par exemple, on dit que c'est dodo, métro, boulot comme rythme de travail. Je pense que ça va venir changer et que les différents quartiers, que ce soit au sein même de Paris, mais aussi en banlieue, et que ce soit à Paris ou dans d'autres métropoles comme Montréal, je pense qu'on va venir et on va commencer à voir un changement structurel de la façon dont des services qui vont être offerts. Donc, on va aller plus, au lieu de faire du volume, comme dans les centres commerciaux, on va faire de la spécialisation avec des petits commerces. Et là où je pense où ça devient très intéressant, c'est que selon une Canado-américaine, Jane Jacobs, cette diversification des services, c'est quand même un des 4 éléments majeurs pour permettre de créer un environnement qui soit dynamique, qui soit actif. Et ça, c'est pour moi finalement peut-être une bonne chose pour finalement la création de quartiers plus dynamiques et plus variés. Il semble que ce soit une tendance qui ne soit pas limitée à Paris. Vous nous avez parlé de Madrid également. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, exactement. Non, c'est une tendance mais là, c'est 2 exemples européens, mais c'est une tendance qui est mondiale. La façon dont on est en train de construire les villes de demain, c'est vraiment d'arriver à créer justement des nouveaux lieux qui soient capables d'héberger à la fois des espaces commerciaux, des commerces, des bureaux, des logements, des services gouvernementaux, culturels. Donc ici, vous avez un exemple. En fait, je viens d'habiter, donc j'ai habité 2 ans à Madrid. Et ça, c'est le plus grand projet de régénération urbaine en Europe en ce moment. C'est vraiment cet objectif de créer des espaces publics qui soient des espaces de rencontre et de permettre à finalement tout le spectre et à toute la diversité d'utilisateurs de venir de se retrouver dans cet espace-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important dans la façon dont justement on va accueillir toutes ces le fait que les villes sont en train de grossir de plus en plus et de plus en plus rapidement. Alors, cette évolution ne touche pas que les commerces, mais vraisemblablement les bureaux également vont évoluer, à ce que vous nous avez dit. Oui, exactement. Par exemple, il y a un exemple. En fait, le bureau, était déjà en train d'évoluer comme d'un lieu où l'on travaille à un lieu où l'on crée et où l'on collabore avec ses collègues. Ça, c'est un exemple
que vous voyez ici, c'est les bureaux de BCG à Londres. Et ces escaliers, ils ont été designés de façon exprès pour permettre à des personnes d'une même entreprise, en l'occurrence BCG, de se rencontrer de façon ludique. Et parce que le problème avec les bureaux tels qu'ils avaient été et tels qu'ils ont été imaginés, c'est je viens avec mon ordinateur, je travaille et je repars à 17 heures. Et en fait, les entreprises perdent énormément, ils ont un coût d'opportunité énorme parce que l'avantage pour une entreprise, c'est pas de faire quelque chose à quelqu'un, c'est de faire en sorte que le 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire que deux personnes qui travaillent ensemble, qui puissent développer des nouveaux projets, qui puissent développer, qui puissent innover. Et donc finalement, ce lieu de travail est en train d'évoluer en lieu de rencontre. Et par exemple, ça, c'est aidé également par des nouvelles technologies où si par exemple, moi j'ai un lunch de disponible, quelqu'un de mon entreprise peut venir, peut m'inviter de luncher avec lui ou avec elle pour que justement on puisse faire connaissance et voir quelles sont les synergies à mettre en place. Très bien. Donc, je reviens sur cette mixité du commerce que vous avez abordé et finalement avec une mixité renforcée au niveau local. Alors qu'en ce moment, on voit le e-commerce qui se développe fortement, mais un e-commerce international, global. Comment voyez-vous en fait la possibilité d'un numérique qui soutienne des économies locales, beaucoup plus localisées, un e-commerce local et si c'est quelque chose qui peut se développer, est-ce qu'on peut également entrevoir un impact concernant la mobilité urbaine ou régionale? C'est une question pour tous les deux, en fait. Ce e-commerce local et l'impact possible sur la mobilité, est-ce que vous le voyez, comment le voyez-vous se développer? Ou est-ce qu'on va rester sur un e-commerce international? Je vais y aller. Pour moi, c'est le e-commerce, il vient en fait concurrencer les centres commerciaux principalement. Dans le sens où les centres commerciaux étaient vus comme étant un endroit de facilité. Je vais dans un centre commercial, je fais toutes mes courses et je repars. Maintenant, il y a cette possibilité de faire la même chose en ligne. Là où la chose que le en ligne ne peut pas faire, c'est la personnalisation, c'est le conseil. Et donc, finalement, on va peut-être évoluer vers un commerce, c'est ça, de proximité qui sert, qui en fait vend plus un conseil que le produit final. Très bien. Donc, en fait, on peut s'attendre à ce que il reste des déplacements beaucoup plus locaux sur un commerce comme la restauration ou comme les petits commerçants de proximité. Ce sont surtout les centres commerciaux qui d'ailleurs étaient très orientés automobiles qui vont voir leur structure évoluer. À mon sens, oui. Et puis c'est ce qu'on a, en tout cas, c'est ce qu'on a vu depuis la reprise post confinement. Là, ce que disait Jacques, qui était très intéressant aussi, c'est que il y a aussi une opportunité finalement pour ces commerçants d'essayer de mutualiser leurs inventaires ou en tout cas la disponibilité de leurs inventaires, parce que c'est vrai que sur Amazon, par exemple, je peux acheter même en Prime en 24 heures, mais je peux pas l'avoir encore livré dans l'heure qui suit. Et donc finalement, peut-être, mais il y a plein de choses dont je peux avoir besoin tout de suite maintenant et que les plateformes en ligne ne peuvent pas encore fournir. Donc là, il y a également une opportunité pour le commerce physique, si on peut dire ça comme ça. Très bien. Merci pour toutes ces réponses. Il est temps pour nous de passer au troisième thème. Donc, pour ce troisième thème, donc la ville et la mobilité, nous accueillons Stéphane Guidouin,
Stéphane est directeur du laboratoire de l'innovation urbaine de Montréal. Depuis juin 2017, il a travaillé à la transformation du bureau de la ville intelligente et numérique et a piloté différents dossiers, notamment le dossier des données ouvertes à la ville de Montréal, ainsi que le dépôt de la candidature de la ville au défi des villes intelligentes du Canada, pour lequel la ville de Montréal a remporté le premier prix de 50 millions de dollars. Et nous accueillons également Félix Marzel, président fondateur et designer chez 10 au carré. Félix est à la fois artisan, designer, directeur artistique et entrepreneur et se passionne pour les expériences entourant l'objet issu de la rencontre de l'art et de la science. En 2012, il fonde 10 au carré, véritable laboratoire créatif et un haut lieu de rencontre et d'échange pour créateurs et curieux, où il explore le chemin créatif qui pousse l'idée à se métamorphoser en produit et comment la curiosité et le jeu peuvent permettre de se réinventer au quotidien. Donc, merci à tous les deux pour votre participation. Ma première question, très générale, et en lien avec nos précédents débats, quelles tendances avez-vous observées ces derniers mois sur la ville, que ce soit l'usage des infrastructures, le comportement des gens en ville, et quels impacts sont à prévoir pour nos villes dans le futur? Stéphane, si vous voulez commencer. Oui. Ce qu'on a observé, c'est difficile parce qu'on est encore en train de collecter un nombre important de données vis-à-vis de ça. Là. Donc, il y a les observations anecdotiques, mais il y a aussi ce que les données vont nous révéler quand on va être rendu là. Mais c'est sûr que tous les points qui ont été soulevés précédemment sont là et sont justes. C'est sûr que la désertion du centre-ville est relativement évidente. De même que les changements de comportement au niveau des commerçants. Puis un des exemples qui est remonté assez souvent en ce moment, c'est entre autres la rue Saint-Denis, et c'est aussi un peu vrai que la rue Mont-Royal, où c'était beaucoup considéré comme, avant, ce qu'on appelle des commerces de destination. Donc, c'est-à-dire des commerces où les visiteurs étaient prêts à faire d'assez grandes distances éventuellement pour y aller et pour acheter. Et de manière antérieure à la crise, il y avait déjà une transition graduelle vers plus des commerces de quartier qui permettaient aux gens de faire des achats proches. Puis là-dedans, on est un peu dans la direction, la ville du quart d'heure. Il y a plusieurs années, l'arrondissement Rosemont avait fait des travaux sur vivre, travailler et se divertir à moins de 750 mètres de chez soi. Donc, la ville du quart d'heure, là, c'est un principe en fait qu'on a nommé, que Paris a nommé, mais qui est une transition qui était déjà en cours. Et effectivement, on prend cette direction-là. La pandémie nous fait aller naturellement dans cette direction-là, dans le sens que les gens ont effectivement moins envie de se déplacer. Ils sont moins prêts à faire des grands déplacements pour aller travailler, pour acheter. Donc, ça veut dire que les commerces qu'on appelait destination, ils sont menacés. Et à contrario, il y a un dynamisme pour les rues commerçantes qui étaient avant de petite taille. Moi, j'habite près de la rue Laurier, dans le Petit Laurier. C'est le genre de rue qui revit en ce moment par des commerces de proximité. Donc, on est beaucoup dans cette dynamique-là. La question qui se pose aujourd'hui, c'est vraiment de savoir comment on fait cette transition, dans le sens que, à la limite, bon, je ne veux pas paraître sans cœur, mais quelques commerces individuels sur la rue Saint-Denis, il y a moyen de les accompagner dans une transition. Par contre, le centre-ville au complet, c'est sûr que là, ça soulève d'autres enjeux. Par ailleurs, je pense que c'est important de se rappeler pourquoi les villes existent. Là, les villes existent parce qu'elles permettent aux gens de créer un dynamisme et de créer des échanges de manière très rapide et efficace. On a beau trouver en ce moment que Zoom répond à ça, ce n'est pas nécessairement le cas non plus. Il y a toutes sortes de choses, notamment en matière d'innovation, qui sont rendues possibles par ce qu'on appelle la sérendipité, c'est-à-dire le fait de faire des rencontres un peu par hasard. Et ça, c'est ce qui permettent les villes. Et aujourd'hui, là, j'ai rien vu dans tout ce qui existe en ligne qui permet de reproduire ce niveau-là. Donc, en termes de tendance, là, pour moi, la grande question qui se pose, c'est de savoir comment est-ce qu'on va être capable, probablement, de continuer dans cette direction, parce que c'est une tendance lourde, là, et je serais surpris qu'on vienne en arrière à bien des égards, comme on disait tout à l'heure pour le commerce. On va un peu revenir en arrière, mais il y a des changements structurels qui sont en cours et qui vont avoir de l'impact. Donc, comment est-ce qu'on est capable à la fois de
d'accepter, d'accompagner ces changements, mais en même temps de rester dans une optique où le fait d'avoir un centre-ville dynamique demeure important. Et ce n'est pas juste important pour faire vivre les commerces qui y sont, là. La raison d'être d'une ville dense, d'un centre-ville, c'est de favoriser les échanges, c'est de favoriser le dynamisme. Et ça, à mes yeux, on en a encore besoin. Donc, la grande question, c'est comment on accompagne ce changement et qu'on permet de garder certains des traits distinctifs de ce qui fait une ville. Et vous êtes particulièrement familier, Stéphane, des données et de la ville intelligente. Est-ce que vous avez pu rassembler, peut-être qu'il est un peu trop tôt pour communiquer là-dessus, mais est-ce que vous avez rassemblé des données factuelles sur l'évolution des différentes métriques de la ville? Je pense évidemment au trafic, à la congestion, éventuellement aux usages de pistes cyclables ou à la fréquentation de tous les camions de logistique urbaine. Est-ce qu'on a des éléments qui permettent d'évaluer comment ça a pu varier dans les derniers mois et comment se passe la reprise? Ou est-ce qu'on a des éléments qui vont se maintenir à long terme? Il y a des travaux qui sont en cours. Là, c'est sûr que la gestion des données, à mon grand dame, n'a pas été la priorité dans la gestion de crise. Là, mais il y a un moment, il faut mettre les choses au premier plan. Puis parer aux urgences, ça a été les premiers éléments. Et effectivement, là, on est en train de mettre en place toute une série de travaux à l'interne avec des partenaires externes pour justement collecter cette information. La difficulté, c'est que beaucoup de données qui sont collectées n'ont pas nécessairement le niveau de granularité dont on aurait besoin. Donc, vous parlez par exemple des camions. Ben, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on est capable de distinguer du trafic général par rapport aux données qu'on a. Par contre, avec des partenariats extérieurs, on est en train de voir justement comment est-ce qu'on est capable d'aller chercher le niveau de granularité. Comment les choses que nous, nos outils de collecte de données ne sont pas capables de voir et de percevoir, ben, est-ce qu'on peut aller chercher des informations complémentaires par rapport à ça? Donc, ça va prendre du temps là, parce que toutes ces données-là sont des données qui ne sont pas collectées dans une optique d'être mises ensemble. Donc là, il y a vraiment tout un travail à faire de vraiment travailler pour que toutes ces données puissent parler en fait comme un tout. Puis c'est un gros défi parce que, comme j'ai beaucoup de données ne viennent pas de nous, elles viennent de partenaires. Donc il y a tout un travail à faire sur ce qu'on appelle la gouvernance des données là, de manière un peu crue, qui est sous quelles conditions je peux accéder, intégrer, republier une partie des données que j'obtiens de différents partenaires. Très bien. Et donc, est-ce que vous, sur les mouvements de commuting en provenance de rive nord, rive sud, est-ce qu'on a vu un impact significatif ou est-ce qu'on reste encore à des niveaux de trafic importants? Est-ce qu'on a des données là-dessus? Oui, bon, on a des données, mais pour l'instant, moi, je n'ai pas encore été dans l'analyse de ça, là. Je pense que tout le monde l'a vu visuellement là, de manière anecdotique, l'impact que ça a eu. C'est sûr qu'il y a eu un rebond, là, on le voit au niveau du trafic. En même temps, la difficulté là-dedans, c'est toujours d'isoler les bonnes variables parce que c'est sûr qu'à certains endroits, il va y avoir du trafic, par exemple, parce qu'il y a des travaux, mais ce n'est pas nécessairement représentatif d'une augmentation de l'achalandage. Donc, il y a vraiment un travail d'analyse à faire assez compliqué. Là, au niveau des transports en commun, comme le disait Luc, on peut avoir des statistiques qui sont quand même relativement faciles à analyser. Par contre, le trafic routier, la congestion, il y a vraiment beaucoup de critères à prendre en compte. Donc, c'est extrêmement difficile. Même des comptages bêtes et méchants, là, une rue qui est complètement congestionnée, à un niveau de quoi elle est peu efficace. Donc, finalement, les comptages vont être bas parce qu'il y a peu de véhicules qui arrivent à circuler. Donc, quand on prend des données comme celle-là, l'interprétation qu'on en fait est vraiment très difficile parce que les compteurs, par exemple, ne sont pas du tout représentatifs du niveau de fluidité d'une artère. Donc, il y a vraiment un travail d'analyse pour à la fois analyser les données, mais même aller sur le terrain parfois pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour vraiment être capable de faire un portrait d'ensemble. Très bien, merci beaucoup. Question pour Félix. Si on retient les grandes tendances dont nous avons parlé depuis le début de cette édition, le télétravail, le e-commerce, la distanciation sociale, comment le designer que vous êtes voit-il évoluer l'urbanisme en général ou plus particulièrement la vie dans les espaces publics? Oui, mais merci Frédéric. Je suis assez d'accord aussi avec ce que Stéphane apportait. Je vais répondre à la question, mais je me permets quand même de répondre à la première question qui était sur les tendances observées parce que je crois que ça va bien mettre la table pour
pour l'urbanisme dont tu fais mention. Bien que Stéphane disait qu'il est encore tôt pour tirer des conclusions, le designer en moi qui est très terrain, qui regarde l'individu, comme tout le monde, je ne vous apprends rien quand je dis qu'il y a un retour à la zone familiale. Soudainement, les parents passent plus de temps dans la famille avec les enfants. Donc, il y a aussi une notion d'avoir plus de temps pour nous. Tout le monde a fait son pain. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, sur Facebook, on voyait des photos de pain à l'infini passer pendant le haut de la crise. Donc, ça me dit quelque chose comme designer aussi. Et puis, Luc le mentionnait aussi quand il parlait de la crainte du public. Donc, à ce niveau-là, quand je prends ces facteurs-là ensemble, ça m'amène à réfléchir à la notion d'expérience un peu. Donc, on voit un retour à la nature. Montréal est peut-être délaissé au profit de la Gaspésie ou de Charlevoix. Donc, on voit certaines villes qui tirent très bien leur épingle du jeu au détriment d'autres, tu sais. Donc, on crée ces espèces de bulles-là d'expérience. On marche à côté des terrasses, puis on les voit, là, les terrasses dans le plexiglas. On la sent, cette bulle-là. Mais ultimement, je crois que même Jacques en parlait tantôt avec les centres d'achat, ce que je trouve particulièrement intéressant pour avoir, nous, 10 au carré, on a une antenne en Asie, donc on travaille beaucoup avec les centres d'achat. Puis depuis quelques années, les centres d'achat devaient déjà rivaliser avec le commerce en ligne. Puis, il ne s'appelait plus centre d'achat, il s'appelait maintenant centre d'expérience. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment la ville, dans la première partie de la question, tu disais, c'est quoi les impacts à prévoir pour nos villes? Bien, je pense que les villes vont repenser les expériences à l'intérieur de leurs murs en fonction de leur réalité qui sont propres. Donc, pour venir à ta question sur l'urbanisme, comment le designer que je suis voit l'urbanisme. Écoute, Louise avait le bon mot tantôt quand elle disait reconfigurer le territoire. C'est exactement ça. C'est comment est-ce que le designer, comment est-ce que notre travail va nous amener à poser des changements dans cette situation-là. Puis, généralement, le commun des mortels est assez réticent au changement. On a toute peur du changement. Donc l'urbanisme qu'on voit, que je peux observer en ce moment, c'est un urbanisme qu'on appelle tactique. On a entendu beaucoup parler de cet urbanisme-là qui est un peu, on essaye quelque chose puis on adapte le tir en cours de route. Donc, c'est un peu construire son parachute après avoir sauté de l'avion, qui est une manière organique de faire les choses qui est vachement intéressante dans un cas de crise comme on vit en ce moment. Mais ça reste que c'est de la dernière minute, puis bien souvent, on le fait au détriment des artisans qui sont dans la communauté. Parce que là, soudainement, on essaye quelque chose, puis on dit « OK, ça ne fonctionne pas, bien, on va aller dans une grande surface, acheter une table à pique-nique ou des chaises à Adirondack, puis on va demander à 2-3 artistes de mettre de la couleur là-dessus, puis soudainement, ça finit par fonctionner. Mais on le fait tout de même, on ne le fait pas d'une manière harmonieuse en termes de design. Puis si je peux peut-être juste terminer cette idée-là sur cette idée, il faut se rappeler que le design, c'est une discipline qui en comporte 6 au final. Puis chacun des designers, on a sensiblement la même mission, c'est la résolution de problèmes, c'est juste qu'on le fait à une échelle qui est différente. Donc le designer graphique va travailler sur du 2D, l'urbaniste va travailler à voir l'ensemble de la ville, puis après ça, il y a l'architecte, il y a le design d'intérieur, puis il y a le designer industriel qui est à l'échelle humaine que moi, je représente fièrement. Donc, la solution d'aménagement, donc si je regarde un peu comment on fait l'urbanisme en ce moment, la solution d'aménagement doit ultimement passer par toutes les disciplines ensemble dans la mise en place de la solution. Puis je pourrais laisser juste finir sur cette idée-là, de cette image-là que j'aimais bien pour moi, rendre le truc plus imagé. Imaginons que les 6 disciplines sont autour d'une table. On a 6 chaises autour d'une table. Puis là, il y a une belle grosse tarte qui vient de tomber sur la table, une belle tarte là, bien fumante, bien chaude, tu sais. Puis là, il faut qu'on trouve, il faut qu'ensemble, on trouve la manière de toute la manger, une bouchée à la fois. Mais assurément, pour passer au travers de cette tarte-là, il faut que chacun des sièges soit occupé. Il faut que le designer, l'architecte, l'urbaniste, que tout le monde, toutes les disciplines du design
se mettent un peu ensemble. Puis une bouchée à la fois, on va passer au travers de la tarte. Donc, c'est un peu comme ça que je vois l'urbanisme, puis c'est comme ça que je le souhaite qui se transforme face à la crise au final. Alors, je crois que vous jouez justement beaucoup avec les nouveaux comportements et les nouveaux usages. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Oui, assurément. Puis, c'est un très bon choix de mots, Frédéric, que tu emploies en ce moment avec le mot « jouer ». Parce que c'est ce qu'on fait, c'est ce que le designer fait, ou du moins dans ma pratique chez 10 au carré, c'est un peu notre raison d'être, le jeu. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la solution passait énormément par ce fait de jouer-là. Donc, pendant la pandémie, moi, j'habite le plateau aussi, puis le plateau est un excellent exemple de cet urbanisme tactique-là, un peu dans le sens où ça a bien construit. Puis en ce moment, quand je me promène dans mon quartier, je suis quand même fier de voir ces rues-là bondées les soirs, même des fois des soirs de semaine. Donc, en tout début de crise, quand je commençais à prendre un peu des notes terrain, on a développé l'idée d'un projet. Le projet qu'on voit là, ça va bien. On l'a appelé Ça va bien. C'était en début, là, tout le monde mettait les arcs-en-ciel. Donc, pas ça va bien aller, mais focusons sur le présent puis convainquons-nous que ça va bien. L'idée, c'était vraiment juste de créer un produit de design au service des commerçants. Donc, comment est-ce qu'on est capable, d'une manière conviviale, de gérer les files d'attente? Donc, on a créé des cubes. Chaque magasin, chaque boutique était associé à une couleur. Donc, on était capable, avec du marquage au sol, avec la couleur, avec le mobilier, de vraiment faire une prise de mesure terrain. Donc, vraiment, c'était une intervention qui est chirurgicale parce que les besoins de la SQDC sur Sainte-Catherine versus une pharmacie ou une petite crèmerie ne sont pas les mêmes. Donc, on créait cette espèce on a créé une méthodologie de design avec des urbanistes, des architectes de paysage, des graphismes. Donc, on a créé un peu ce projet-là. Ça va bien. Et la photo qu'on voit, ce que je trouve intéressant, puis c'est pour revenir un peu à la notion d'expérience. Ce qui est intéressant de cette photo-là, c'est que c'est suite à notre journée de prototypage. Donc, on est allé sur Sainte-Catherine, à la SQDC. On a installé le mobilier, on a regardé, on a pris nos mesures, on a fait nos photos, on a archivé la réponse du public. Puis, client très content, on a un prototype qui fonctionne bien. Puis, il nous restait 2 heures avant de finir la journée, tu comprends? Puis, une des personnes dans l'équipe jouait du ukulélé. Fait qu'on a dit, on va tester, on va regarder comment les gens vont réagir si on crée un petit concert improvisé comme ça en pleine rue. Donc, on a commencé à disposer les cubes d'une manière à 2 mètres, d'une manière au début de mon intervention, on parlait des craintes, dans le sens où désamorcer un peu ces craintes-là parce que les gens comprennent qu'il va y avoir de la distanciation. Puis on leur donne l'occasion de prendre le temps de venir s'asseoir puis d'écouter un concert. Ça faisait des mois que personne avait un peu fait cette activité-là. Puis soudainement, on voyait les voitures s'arrêter, les gens sortir de chez eux pour prendre part à cette expérience-là. Donc, c'est quelque chose qui a été juste très... c'était très magique de un, mais très rassembleur aussi. Donc, comme designer qui voit ça, je me suis dit, c'est ce que les villes, c'est ce que les gens ont besoin. On a besoin de leur donner des raisons de venir expérimenter quelque chose. Ils ont maintenant le temps de le faire. Ils ont cette bulle-là familiale avec l'ouverture de le faire. Donc, on a un peu joué avec ces concepts-là. Puis, je vais laisser la parole aussi à Stéphane. Je parle beaucoup, mais ouais, ça, c'est des projets encore qu'on peut voir. Donc, le marquage au sol, comment on est capable de bien diriger les gens, de bien amener l'achalandage dans les commerces. Puis surtout, ce que j'ai beaucoup aimé de ces photos-là, c'est que soudainement, un magasin sur Sainte-Catherine qui va attirer beaucoup de monde dans les files d'attente, bien, soudainement, le petit café qui est à côté va aussi bénéficier parce que les gens utilisent le mobilier urbain pour s'arrêter puis prendre une limonade ou des choses comme ça. Tu sais. Fait que de ce projet-là, c'était franchement intéressant. Mais là, on est en train de le démonter.
pour passer à autre chose. Mais ce qui nous passionne beaucoup, on parle encore du jeu et de l'expérience. Ce qui nous passionne beaucoup en ce moment, c'est de repenser Noël. On le voit un peu à droite dans la photo. Il y a un traîneau du Père Noël avec le reine. Vous savez, maintenant, Noël, il n'y aura peut-être plus, bien, on le sait, il n'y aura pas de Père Noël, il n'y aura probablement pas de parade. Les marchés de Noël vont devoir être réinventés. Donc, comme designer, comme amoureux de ma ville aussi, j'ai Montréal très à cœur, j'ai toujours cette question-là de OK, quel genre d'expérience on va pouvoir offrir pour remettre la magie de Noël, convaincre les gens de fréquenter les artères commerciales ou les Saint-Laurent, les Saint-Denis pour leur magasinage de Noël. Puis en bout de ligne, je pense que cette mobilité-là, faire sortir les gens, va passer par ce petit plus-là, cette expérience-là, ce qu'on essaie de faire du mieux qu'on peut dans l'entreprise, mais ça revient tout à la notion de focusser sur le beau et de jouer avec les concepts, puis les usagers, de se laisser prendre au jeu, même si c'est une pandémie, de se laisser prendre au jeu, puis explorer sa ville, puis essayer ces expériences-là qu'elle propose. T'sais. Merci Félix. Tout ça, ça donne vraiment beaucoup de plaisir de voir comment vous redynamisez la ville avec de la couleur et avec de la vie, et donc nos centres-villes qui en ont bien besoin. Merci beaucoup. Écoutez, nous arrivons à la fin des débats. On va passer à la partie des questions du public. Juste avant, pour me permettre de les passer en revue et de les collecter, je m'adresse juste aux panélistes. Si vous avez avez-vous des questions sur les présentations d'aujourd'hui, chacun d'entre vous, ou bien des commentaires que vous souhaiteriez apporter, des points sur lesquels vous souhaitez revenir. Donc, qui veut se lancer? Moi, je pourrais commencer. D'abord, je voudrais souligner à quel point j'ai trouvé que les interventions touchaient à la fois l'aspect personnel. Ça devient très important de pouvoir rejoindre les personnes. Je pense à Luc quand il parlait de l'interaction avec les usagers. On est dans les transports publics, mais cette relation privée peut vraiment dynamiser et même redesigner l'usage des transports publics parce que c'est très important. Et je pense aussi qu'il faut être capable de voir comment on a une nouvelle manière de se mouvoir, de s'émouvoir aussi, parce que quand je regarde tout ça, je me dis, nous avons été beaucoup centrés autour de l'humain, de la propriété de l'immobilier, entre autres, mais on voit qu'avec les changements climatiques, la pandémie, l'instabilité sociale, la biodiversité qui est secouée, eh bien, est-ce qu'il n'est pas important aussi d'agrandir dans cette inclusion, d'amener la nature, d'amener la vie? C'est le moment de le faire parce que nos villes ont été vraiment conçues à l'époque industrielle. Là, on a un grand défi avec la robotisation, avec l'intelligence artificielle, mais est-ce que c'est possible de le faire côtoyer avec le vivant, de rendre tout ça biocentrique avec une économie solidaire et une transition écologique? Et j'ai entendu ça en filigrane dans les interventions et je voulais le partager. Merci Louise. Avez-vous d'autres commentaires ou d'autres questions? Peut-être un bref commentaire, pour m'excuser, j'ai des travaux ici sur le réseau, alors j'ai été coupé. Oui, je pense que je souscris beaucoup aux exemples qu'a apporté Félix. Pour amener une plus grande mobilité, une mobilité plus hédonique, plus accueillante pour les individus, il faudra, j'en suis convaincu, avant s'imposer l'exercice de repenser toute notre logistique autour des produits. Plus les produits vont être distribués avec une logistique souple
et jusqu'à un certain point même pas transparente, mais invisible. Plus les espaces commerciaux vont pouvoir être réintégrés par des habitants pour des raisons différentes, avec une grande composante ludique. C'est clair qu'il y aura toujours un plaisir à aller sur Sainte-Catherine prendre un café. Mais ce n'est pas clair dans mon esprit qu'il y a beaucoup de plaisir à y avoir, à aller faire une tournée de magasins pour, dans un premier temps, à titre d'exemple, acheter une paire de skis, ensuite de ça, 2 sacs de bananes, ensuite 3 livres et ensuite peut-être une lampe de chevet, simplement parce qu'à terme, on a tous ces produits-là avec nous dans des sacs, on ne sait plus quoi en faire et ça devient extrêmement désagréable. À une époque où on est capable d'acheter un produit et de se le faire livrer, on est sûrement capable d'acheter différents produits, faire en sorte que la réappropriation sur une base logistique, j'entends, de ces produits peut se faire de manière simple et puisse nous être envoyés à la maison ou au bureau sans même qu'on ait à transporter tous ces objets. Lorsqu'on aura réussi à repenser des espaces commerciaux, notamment les grandes artères, avec une logistique beaucoup plus contemporaine, on aura la possibilité d'offrir à nos concitoyens des espaces plus conviviaux. Très bien, merci. Nous avons une question de la part de Catherine. Je pense que Catherine est en ligne. Est-ce que... Oui, bonjour. Attendez un petit instant. Catherine Baudry. Oui. On vous entend. Oui, je voulais mettre ma belle banderole de 4.0 pour vous faire un petit coup. Je voulais vous remercier d'avoir participé à ce 3e point d'ancrage et d'avoir partagé avec nous votre vision du futur et puis tous vos différents points de vue. J'aimerais imaginer avec vous un futur où on repense complètement notre façon de faire. J'en ai déjà discuté avec Louise. On a toujours des discussions très intéressantes toutes les deux. Donc, si on veut créer un espace où on est capable d'innover, ça requiert quand même des contacts humains de temps en temps. Donc, on ne peut pas tous être en télétravail, comme vous l'avez mentionné. On a une panoplie de consultants, par exemple, pour l'industrie 4.0, qui vont devoir aller se déplacer in situ pour voir l'usine, comment ça fonctionne, où sont les problèmes, etc. Donc, de temps en temps, il va bien falloir se déplacer et sortir de nos terres lointaines où la plupart des gens sont confinés en ce moment. Donc, je me demandais s'il était concevable, possible d'imaginer la coordination des différentes réunions nécessaires à l'innovation, tout en minimisant le temps et le moment des déplacements. Parce que j'ai vu vos courbes, bon, il y a un pic le matin, ça descend un peu le midi, ça remonte le soir. Et possiblement, en plein milieu d'un déplacement, si jamais il y a trop de gens sur une ligne de métro, parce qu'on va peut-être être frileux à remonter dans les transports en commun tant qu'il n'y aura pas un vaccin qui est démontré qu'il fonctionne très, très bien. On pourrait imaginer, par exemple, une redirection du trajet vers un autre endroit de télétravail ou de réunion, où on nous dit « Ah non, vous ne prenez plus la ligne orange puis la ligne d'autobus XYZ, vous allez à un autre endroit, puis c'est plus court pour tout le monde, et puis vous faites votre réunion là. » Donc, dans le fond, en temps réel, d'être dirigé vers des nouveaux endroits qui sont disponibles. Est-ce qu'on peut même imaginer que le transport lui-même devienne un espace de travail ou un espace de réunion? Ce qui veut dire qu'on ne sera pas comme des sardines dans le métro, évidemment. Je pense que la pandémie nous a fait prendre conscience de beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, vous avez montré des images de la ville qui s'est vidée. Les gens qui en ont les moyens, ils sont retranchés dans leur terre. C'est pas tout le monde qui habite au plateau.
Et je pense aussi à toute la question de la mobilité de la main-d'œuvre. Puisque tous les emplois ne sont pas au centre-ville, qui en a répartis un peu partout, même dans les couronnes nord et sud et même au-delà, comment on réconcilie aussi le fait que les employés doivent bouger d'un emploi à un autre, ne serait-ce que pour garder l'innovation vivante, c'est la recombinaison des connaissances et les gens qui bougent d'entreprise en entreprise pour amener toutes les idées ou bâtir sur de nouvelles bases pour créer de l'innovation. On n'est pas figé dans une entreprise toute notre vie. Donc, cette mobilité-là de la main-d'œuvre, le transport innovant, je vous ai posé plein de questions, mais ça s'adresse dans le fond à tous vous qui êtes des penseurs dans le domaine. Est-ce que je rêve ou est-ce que c'est des pistes qui sont possibles d'explorer? Alors, qui se lance? Flexibilité de la mobilité. Et comment est-ce qu'on peut conjuguer mobilité, temps de travail? Comment est-ce qu'on peut donner plus de flexibilité? Je peux peut-être me lancer. Merci pour la question, Catherine. Moi, je dirais tout est à faire. Je dirais on a brisé un moule actuellement et souvent on dit chasser le naturel, il reviendra au galop. Donc, il y a importance actuellement d'essayer des choses, de se mettre dans l'action. On a été habitués, on a été élevés dans un concept de travailler 9 à 5 dans ça, de travailler, dire la journée au complet. Donc, ça, pour moi, c'est à reconstruire. Les environnements de travail, je ne sais pas qui en parlait tantôt, on est habitué d'avoir des postes de travail. Donc, maintenant, qui va devenir un lieu davantage de rassemblement qu'un lieu, dit Bernard qui disait ça tantôt, qu'un lieu où on va travailler, c'est un lieu où on va se rencontrer. Déjà, nous, à l'ESTM, on a pris des choix là, parce qu'évidemment, avec la pandémie, on est en train de revoir notre siège social. Et ça fait partie de des décisions qu'on est en train de prendre, de repenser le lieu de travail pour que ça devienne un lieu de rencontre et non avant tout un lieu où on va travailler. Mais je pense que tout ça est à définir très prédictateur, celui qui va savoir où on va atterrir. Mais je pense qu'il est essentiel dans les prochains mois comme leader, c'est de faire des essais. Et tu t'as parlé beaucoup dans ta question, Catherine, d'innovation, mais l'innovation, pour moi, c'est accepter de se tromper, de faire marche arrière et de faire marche avant. Donc, je crois beaucoup que la réponse tient autour de ça. Donc, des leaders, d'embrasser ça. Moi, juste à l'ASTM, je me souviens, j'étais le premier à pousser le télétravail. Longtemps, on me disait, ben non, ben aujourd'hui, tous les gens ont accepté maintenant que ça fait partie d'un nouveau mode. Mais encore là, comme je le dis, chasser le naturel, il reviendra au galop. Il faut mettre des actions concrètes, se permettre d'essayer et surtout se permettre de se tromper pour être capable de se reprendre par la suite. Merci, Luc. Moi, j'ajouterais que quand je regarde les échanges au niveau de l'inventaire des espaces, ça commence et c'est pas habituel. Hein. Chacun d'habitude était dans son silo. Mais là, on voit que c'est souvent les compagnies privées. On travaille avec le plateau de Saclay en France et avec l'EDF. C'est les entreprises privées qui partent le bal et ensuite le public les suit. Mais en réalité, on voit que quand ça commence de se mettre en place, on va avoir besoin de plus en plus d'espaces de rencontre. Vous avez raison, le centre-ville va être le lieu de la rencontre. C'est comme ça que les choses semblent se dessiner. C'est vraiment une tendance qui apparaît. Et Catherine, tu parlais tu parlais finalement de lieux mobiles qui pourraient peut-être être des lieux de travail. Bien, je pense au projet du Smart Bus sur lequel on avait réfléchi avant l'essor du télétravail, mais c'était tout à fait l'idée que les gens de Michelin, avec le laboratoire d'innovation, ont commencé de mettre en place en France, où c'est en réalité un lieu de travail collaboratif sur roue, où les gens finalement se déplacent et transforment leur temps de déplacement en temps de travail. Donc oui, la modularité, la multidisciplinarité est tout à fait possible. Et là, je me rends compte, je parlais aux gens de McGill, qui était quand même un milieu très conservateur sur le plan immobilier, mais là, ils n'ont pas le choix, ils veulent en profiter, c'est le moment d'expérimenter. Je pense à Félix, là, il va y avoir de plus en plus de joueurs qu'on voyait peu dans l'expérimentation, mais qui vont se joindre au mouvement. Merci, Louise.
Il nous reste 10 minutes sur l'événement et nous avons quelques questions du public. Donc, je vais me permettre de les adresser et je vous demanderai, s'il vous plaît, de répondre de manière assez succincte et directe. Donc, une question, est-ce que le télétravail n'a pas aussi un impact fiscal pour la personne? Un espace dans son domicile devient son lieu de travail et devrait normalement permettre de réclamer des éléments de coût pour générer un revenu. Je me demande si cet aspect est aussi pris en compte dans la réflexion vers la normalisation du télétravail. Qui veut répondre à ça? Ben, peut-être, c'est pour ça que je parlais de charte, parce qu'on doit aller vers des règles collectives, un accord collectif négocié, c'est tout à fait vrai. Ça ne peut pas tout à coup être seulement la responsabilité de la personne, mais sur le plan fiscal, c'est tout à fait vrai. On doit revoir les conditions. Très bien. La mobilité n'est pas seulement un souci de transport en commun. Les autres formes de mobilité pourraient ou devraient changer l'urbanisme des villes. Est-il possible d'avoir une perspective sur ce sujet de la part de nos panélistes? Et je vous remercie pour cette question, parce qu'effectivement, c'est des sujets, on n'a pas trop abordé, les notions de micro-mobilité, vélo, partage, autopartage, le last mile, le dernier kilomètre. Deux mots là-dessus, comment on voit l'évolution de ces modes? Est-ce que Luc ou est-ce que Stéphane? C'est une question toujours pareille qui est en réflexion depuis des années. C'est sûr que les trottinettes électriques, etc., ce n'est pas nouveau. Les infrastructures de transport en commun, elles ont leur rigidité, là, dans le sens que c'est des investissements à long terme. Aujourd'hui, puis je vais reprendre un peu ce qui a été dit, là, on n'a pas le choix de tâtonner un peu vers où on va aller. On le voit en ce moment, là, dès qu'il est question d'enlever un peu d'espace à l'auto pour permettre, par exemple, des vélos, ça crée beaucoup d'émoi. Il y a un enjeu sur la légitimité de tout ce qui n'est pas transport en commun et voiture individuelle aujourd'hui. Et à mon avis, c'est vraiment une question de fond, là, c'est qu'est-ce qu'un mode de transport doit apporter, qu'est-ce qu'il doit faire pour être légitime auprès d'une majorité de la population. Puis clairement, typiquement, le vélo aujourd'hui n'est pas rendu à avoir ce niveau de légitimité. Donc, on peut imaginer toutes les idées qu'on a. On peut imaginer des bus autonomes, on peut imaginer des trottinettes qui se promènent toutes seules. Il y en a qui le font déjà, les trottinettes qui peuvent se rendre à la personne qu'on a besoin. Tant qu'un mode de transport ne sera pas considéré comme légitime par une partie de la population, au sens que, comme le dit Luc, il répond au triangle des besoins, il y a quasiment toute discussion est impossible. Donc, il y a vraiment un prérequis là-dedans qui est nécessaire, qu'on est loin d'avoir commencé à discuter. Oui, et en particulier sur le vélo ou les trottinettes, on sait en particulier à Montréal qu'un des problèmes, c'est le fait qu'on ne peut pas forcément avoir ce service toute l'année et que peut-être que ça a un impact sur sa légitimité. Tout à fait. Mais le vélo, c'est typiquement le genre de choses où le vélo, ça marche 4 saisons pour les gens qui veulent. Les gens qui me connaissent savent que j'en fais l'hiver aussi. Donc, mais ce n'est pas perçu comme légitime. C'est-à-dire que ce n'est pas perçu comme une pratique normale. C'est considéré comme une pratique excentrique. Donc, faut vraiment, il y a vraiment des réflexions à avoir de ce point de vue-là sur qu'est-ce qui est une pratique normale. Pour moi, faire du vélo d'hiver, c'est pas différent de faire du ski de fond, mais clairement, c'est pas une vision partagée. Puis, c'est vrai pour toute une panoplie d'autres modes de transport qui existent. Très bien. Une autre question, que dire des projets de centres commerciaux en développement comme Royal Mount? Est-ce qu'il peut être remis en cause complètement avec ce nouveau modèle de commerce? Et est-ce qu'on parle d'en venir au village urbain, le 15 minutes de séparation avec les services? Donc, sur Royal Mount ou les nouveaux projets de commerce, comment est-ce qu'on voit dans ce contexte ces nouveaux projets de commerce? C'est une bonne question. En fait, Royal Mount, déjà, entre le moment où Carbon Néo l'avait déposé, il y a déjà 4 ans, et aujourd'hui, le projet avait déjà beaucoup évolué. Et si on regarde actuellement, ça va pour ce projet, ce que je dis tient pour le projet Royal Mount comme celui de Radio-Canada, comme pour bien d'autres. Essentiellement, on se rend compte qu'il y a toutes sortes d'écueils qu'on n'avait pas vu venir ou qui sont arrivés progressivement. Le premier de ces écueils-là, il faut bien comprendre, encore une fois, c'est de la redite et je m'en excuse, c'est
l'impact du commerce électronique. Entre le moment où Royal Mount a été conçu, un peu dans la foulée du 10-30, en fait, c'est une grande partie des mêmes entrepreneurs, bien, il est arrivé un phénomène incontournable qui est le e-commerce. Et on a vu sur les planches à dessin du Royal Mount passer d'un centre commercial destiné à vendre des produits à un centre commercial davantage destiné à des services, à du divertissement, du cinéma, des théâtres, des bars, des cafés, des restaurants et tout le reste. Bon. Est arrivée la pandémie, évidemment, ce n'est pas le genre de truc qui est particulièrement chaud en ce moment en termes de développement. Donc, on commence déjà à le repenser de plus en plus en termes de proportion vers du condo. Le problème, c'est qu'on se rend compte également qu'avec le télétravail, de plus en plus de personnes se disent « je n'ai peut-être pas besoin d'un espace de vie aussi proche d'un lieu à forte densité », de sorte que ce projet-là, comme pour bien d'autres en ce moment, ils sont, moi je vous dirais qu'ils sont à quelque part entre deux portes. Là. Ils sont dans les limbes des projets pharaoniques. Je pense qu'on va devoir y repenser à celui-là comme repenser à bien d'autres. Je vous dirais que la crise que l'on vit actuellement, que ce soit la crise économique en devenir ou la crise sanitaire, est remplie de plein de paradoxes. Parce que d'une part, on se dit, jusqu'à maintenant, on réussit à fonctionner. Et pourtant, on réussit à fonctionner avec un centre-ville qui est vide à 90 %. Je pense qu'on est en train de faire la démonstration, un peu par l'absurde, de quelque chose de très, 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 très puissant. Moi, j'en suis là, de repenser les modes de transport collectif, que ce soit trottinette, vélo, transport collectif, auto ou une combinaison de tout ça. Mais la réalité actuellement, les faits nous démontrent qu'une grande partie de notre société peut fonctionner sans pratiquement aucun déplacement. Est-ce que ce sera souhaitable? Sans doute pas, mais on ne peut pas faire abstraction du fait qu'on est en train de faire une démonstration extrêmement profonde, très éloquente même. Je pense que ça devrait même reconfigurer nos préoccupations. Merci beaucoup pour cette réponse. Si je peux me permettre, vite fait, oui, c'est une démonstration, mais comme le commerce électronique puis l'impact d'Amazon, on a du mal à percevoir c'est quoi les tendances à long terme de ça, dans le sens que d'un point de vue fonctionnaliste, ça marche. Est-ce que d'un point de vue de développement social au sens large, là, donc des écosystèmes, etc., est-ce qu'on se prive de quelque chose qui nous manquera un jour? La question mérite d'être posée. Puis, pour moi, la réponse, ce n'est pas nécessairement de se dire « Oh mon Dieu, on ne peut pas vivre sans centre-ville, il faut se voir, il faut se toucher ». Mais il faut être conscient que ce n'est pas parce que… Moi, j'arrive à respirer 1 minute 30 sans respirer. Est-ce que ça veut dire que je suis capable de cesser de respirer pour le reste de ma vie? Non. Donc, à mon avis, il y a vraiment des questions à se poser du type qu'est-ce qu'on perd au-delà d'éléments fonctionnalistes purs du type j'arrive à travailler puis à envoyer mes courriels de la maison? Est-ce que ça fait que tout le reste de ce que je fais en tant que travailleur demeure au même niveau à long terme? Pas nécessairement. Absolument, et en particulier sur cette question d'Amazon, on pourrait en reparler, le e-commerce et son impact sur la logistique, le transport urbain et comment est-ce que ça pousse à réfléchir à l'électrification des transports. On pourrait peut-être reprogrammer un prochain événement uniquement sur ce sujet-là. Une dernière question, parce que le temps tourne, et qui va être en lien d'ailleurs avec la précédente, mais qui va être plus, je pense, pour la partie transport en commun et donc pour Luc. Comment financer la perte liée à la diminution de capacité des transports en commun et à leur baisse de fréquentation? Et en particulier, comment est-ce qu'on aborde les nouveaux projets de services et les nouveaux investissements? Donc, je pense au REM en cours de développement actuellement ou à d'autres lignes de métro dont on parle. Comment est-ce qu'on voit le financement de tout ça dans le contexte d'une baisse et comment est-ce qu'on voit la suite? C'est tellement une belle question, une question complexe. Je pense qu'il n'y a personne ici qui a la réponse. Le transport en commun, les projets d'investissement, on a beaucoup parlé de la ligne bleue, on parle maintenant du REM dans l'Est, c'est des projets astronomiques qui coûtent beaucoup de sous. Donc, mais de l'autre côté, contrairement à l'Europe, par exemple, qui a beaucoup de moyens de déplacement en termes de transport en commun, c'est le principe de « build it and they will come ». Si on arrête ce développement-là,
si on stagne là-dedans, je ne pense pas qu'on va être en mesure de permettre et de moderniser nos moyens d'infrastructure. Et oui, la mobilité, c'est un moyen de prospérité économique. Donc, là-dedans, il faut avoir les moyens. Oui, comme Jacques le disait, effectivement, on aura peut-être moins besoin de se déplacer. On va avoir besoin toutefois de se déplacer différemment et on va avoir besoin de se rencontrer. Peut-être pas comme dans le mode de 9h à 5h le soir, mais le mode, pour revenir à ta question, Frédéric, le mode de financement de ça est à définir. Je pense qu'actuellement, bon, les différents plateaux gouvernementaux s'entendent sur l'importance de faire ça. Je pense que c'est beaucoup d'actualité, mais on l'a vu juste avec la crise de la pandémie. Le gouvernement a mis plus de 400 milliards dedans. Donc, et les investissements qu'il y a à mettre aussi sont énormes. Donc, une grande question et pour le moment, là, peu de réponses. Mais ce qui est clair, c'est que les projets d'investissement en mobilité, je comprends que je prêche un peu pour ma paroisse, mais en termes de prospérité économique, doivent demeurer parce que c'est le principe. On a une dette contrairement à ce qu'on peut voir dans d'autres pays européens. Très bien, merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de cette séance. Je tiens à remercier nos panélistes et tous les participants. Nous espérons que ces discussions vous auront éclairé sur les enjeux des mois à venir et je me tourne vers Louise pour un mot de conclusion. Merci à tous. Je pense que ça a été un beau croisement, un premier lieu de rencontre pour l'imaginaire du futur qu'on veut qu'il soit riche et multiple et hybride. Alors, merci à tous. Merci à tous. Prenez soin de vous en vous souhaitant une excellente journée. Au revoir. Au revoir.